Bonjour à tous. La recherche académique dans la discipline du cinéma d'animation est faible. Partout à travers le monde, dans la majorité des institutions universitaires, il y a absence de théoriciennes et de théoriciens dans le cinéma d'animation. Pourtant, la popularité grandissante du médium est indéniable. Le cinéma d'animation s'insère partout, à la télévision, dans les commerciaux, les vidéoclips et les jeux vidéo. Le cinéma d'animation a même envahi le cinéma de prise de vue réelle. Il est de plus en plus fastidieux de déterminer où commence le travail image par image des effets spéciaux et où s'arrête la prise de vue réelle. La perception du cinéma d'animation est celle d'un art populaire destiné aux enfants et à la famille. C'est une activité commerciale qui occupe le bas de l'échelle de la hiérarchie du monde de l'art. Face au cinéma procédant à partir de prises de vue réelles, le cinéma d'animation est considéré comme une sous-discipline. La reconnaissance des personnages des films de Walt Disney est un phénomène international. Mais qu'en est-il du travail des pionnières de l'animation féministe et plus particulièrement celle de l'Office national du film du Canada? L'histoire québécoise des réalisatrices en cinéma d'animation est à construire. Ma recherche porte sur les conditions de création des réalisatrices d'animation à l'ONF entre 1970 et 1979. J'analyse, entre autres, le rôle de l'organisation dans la production des animations et la manière dont l'ONF a influencé les discours féministes. Je favorise une approche interdisciplinaire des études féministes avec l'histoire de l'art, les études cinématographiques, le cinéma d'animation et la sociologie de l'art. La marginalisation des femmes dans le domaine du cinéma a été fortement contestée par les études cinématographiques féministes. Au début des années 70, animées par un sentiment de révolte, les pionnières des études cinématographiques féministes ont dénoncé la triple oppression des femmes dans le cinéma. Laura Mulvey critique le regard masculin, Claire Johnson dénonce l'absence des femmes à l'écran et d'autres théoriciennes s'insurgent à propos des postes de subalternes qu'on leur laisse dans le métier. C'est la prise de conscience des femmes de leur oppression par les hommes au sein de l'industrie cinématographique qui est au cœur de leur révolte. Le statut de réalisatrice leur est refusé et les femmes exigent d'accéder à la réalisation. Problématiser la formation des canons est essentiel dans la recherche féministe. Dans le domaine de l'animation, le géant américain Disney, international, ou le génie Norman McLaren national font figure de proue. C'est d'abord avec l'objectif de créer des films de propagande répondant aux besoins du gouvernement fédéral que l'ONF est fondée en 1939. Son mandat est aussi de faire la promotion du pays pour favoriser le tourisme et l'immigration. L'ONF est en quelque sorte une micro-société qui évolue en marge de l'industrie cinématographique. Elle n'est pas entièrement soumise aux lois du marché. Elle a ses lois, ses règles et sa hiérarchie décisionnelle. Ce microcosme produit des œuvres sur lesquelles il a la main mise sur le contenu. Il y a donc une dimension politique à la diffusion du savoir. L'institution développe aussi son propre réseau de distribution en parallèle des salles commerciales. On peut avancer que Norman McLaren est l'artiste le plus marquant ayant produit ses œuvres au sein de l'ONF. Tout au long de sa carrière, il est un cinéaste fonctionnaire dont la création artistique est entièrement financée par l'État. Son travail est remarqué par la critique et encensé par les festivals de films. Pendant longtemps, la réussite des hommes a été beaucoup plus valorisée que celle des femmes. Puisque toutes les reconnaissances ont été décernées à Norman McLaren, c'est lui qui a été documenté. Ce que l'histoire passe souvent sous le silence, c'est qu'Evelyn Lambert a consacré la majorité des 20 premières années de sa carrière à l'assistanat de McLaren. Travaillant sur plusieurs de ses films, elle est demeurée dans l'ombre, obscurcie par la documentation historique. Pourtant, Evelyn Lambert est la première femme au Canada à avoir réalisé un film d'animation à l'ONF avec La Carte Impossible en 1947. Les films d'Evelyn Lambert ne seront jamais acclamés par la critique, conséquemment peu documentés et peu connus du grand public. Internationalement, l'histoire du cinéma d'animation a peu ou pas documenté les assistantes, même si elles travaillent activement et directement sur les animations. Leur rapport est significatif à la construction de l'objet. Je pense notamment à Claire Parker ou Faith Obley, qui ont dédié leur carrière à l'assistanat de leurs époux, sans être créditées à juste niveau. Rendre l'autre invisible est l'une des caractéristiques de la domination masculine. L'accès à l'éducation est un autre problème auquel les femmes font face. Par exemple, Disney tient une école où on y apprend le métier de réalisateur de cinéma d'animation, mais les femmes y sont interdites pendant très longtemps.
Alors, comment pourraient-elles avoir accès à la réalisation si elles ne peuvent s'y former? Ainsi, au début du cinéma image par image, si les femmes ne sont pas carrément exclues, elles se retrouvent uniquement dans un rôle d'assujettissement. Elles occupent les postes d'ancrage où elles gouachent les acétates. Elles sont les subalternes des hommes qui prennent les hauts rangs de la hiérarchie décisionnelle. Les postes créatifs sont leur domaine exclusif. Il n'est pas anodin que les films d'animation analysés dans mon projet de thèse soient tous produits par l'ONF. Sans avoir besoin des redevances commerciales pour poursuivre son mandat, l'ONF a toujours su évoluer dans un système de distribution alternatif lui permettant la production d'un cinéma d'animation atypique, comparativement au cinéma d'animation américain, préoccupé par les profits et entièrement soumis aux lois du marché néolibéral. La part de l'ONF dans le paysage cinématographique québécois est incontournable. C'est un appareil d'État qui, sans être entièrement répressif, supervise le discours. Donc, l'organisme gouvernemental sélectionne tous les films qu'il met en chantier et inspecte le contenu des œuvres avant d'en autoriser la diffusion. Malgré le fait que l'ONF soit une institution étatique, elle propose tout de même un cinéma avant-gardiste. Donc, en 1971, des employés féministes de l'ONF rédigent le rapport « En tant que femmes », un document interne qu'elles soumettent au gouvernement fédéral. Elles expriment leur oppression. Elles n'ont pas accès à la réalisation de films. Leur initiative, la création de la série « En tant que femme », est recommandée pour la production dans le cadre du programme Société Nouvelle. Ces films sur le vécu des femmes seront réalisés par des femmes. Donc, l'accession des femmes à la réalisation des films à l'ONF s'est fait dans un contexte similaire pour le cinéma d'animation, le documentaire et la fiction. Donc, dans le département d'animation, plusieurs femmes vont accéder à la réalisation, entre autres Suzanne Gervais, Clorinda Warney, Caroline Leaf, Viviane Elnikavi et Francine Desbiens. Donc, le cinéma d'animation s'inscrit dans le continuum des arts visuels féministes, puisqu'il a toujours été influencé par les autres arts, comme la danse, le théâtre, la poésie, la littérature et la musique. Donc, ces années 1970 représentent la période forte pour la libération des femmes dans la belle province. L'art féministe est engagé politiquement avec les revendications socio-économiques des femmes qui souhaitent revaloriser les médiums artistiques traditionnellement associés à la sphère féminine, comme par exemple le tissage, la poterie, la broderie. L'iconographie féminine traditionnelle est contestée, la sexualité est explorée et la vie quotidienne des femmes est mise en lumière. Ainsi, la transformation du champ de production cinématographique à l'ONF modifie les activités professionnelles des femmes qui étaient destinées à l'assistanat ou au secrétariat, passant d'une activité manuelle à une activité intellectuelle. Cette initiative marque une rupture dans les mécanismes de production, dans les studios et favorise l'émergence d'autrices, de nouvelles voix, de nouveaux regards sur la société. Donc, les femmes deviennent les autrices de contenu culturel. Donc, l'accès à la réalisation des femmes à l'ONF s'inscrit dans le continuum des revendications sociales. L'échantillon des films d'animation que j'utilise pour rédiger ma thèse est délibérément réduit. J'ai retenu la thématique de l'espace privé et de l'espace public comme sujet transversal de mon corpus, le slogan rassembleur de la deuxième vague étant « Le privé et politique ». Donc, j'ai sélectionné 6 œuvres qui me semblent révélatrices et expriment clairement que la division des genres entraîne la hiérarchisation sociale. Donc, il y a 3 films qui sont issus du programme français et 3 films qui sont issus du programme anglais. Le premier film, réalisé en 1972 par Clorinda Warney, produit par Gaston Sarrault, Petit Bonheur est un film d'animation couleur d'une durée de 7 minutes. C'est l'histoire d'une jeune mère qui promène son bébé inconsolable dans une poussette. Elle tente de le calmer par tous les moyens, mais en vain. La colère, l'impuissance et le désarroi s'emparent d'elle, puis des professionnels de l'enfance, tous masculins bien sûr, viennent lui prodiguer des conseils. Alors, le pédagogue estime qu'elle devrait stimuler son enfant par le jeu. Le médecin croit que l'enfant ne mange pas adéquatement. Quant au militaire, sa solution est d'entraîner le bébé avec d'autres pour qu'il se soumette aux ordres. Tous les hommes se querellent à savoir lequel d'entre eux offre la bonne solution. Le bébé, lui, hurle toujours et est complètement rouge. Puis, le bébé se met à uriner abondamment sur tous les protagonistes masculins, ce qui le soulage et il redevient parfaitement heureux. Le deuxième film, réalisé par Joan Hutton et Louise Roy, The Spring and Fall of Nina Polanski, 1974, est un film d'animation en couleur d'une durée de 6 minutes, produit par Len Chatwin et Kathleen Shannon. Donc, c'est l'histoire de Nina Polanski, une jeune femme qui quitte sa douce forêt natale pour se marier.
Et rapidement, elle rejoint une vie entièrement domestique où son identité est uniquement celle d'une mère de famille. Donc, elle consacre ses journées à cuisiner, à faire la vaisselle, à repasser les vêtements et à s'occuper de ses enfants. Après le mariage, son conjoint est disparu. Éventuellement, elle se transforme en ces machines qu'elle utilise quotidiennement. Elle devient tour à tour le frigo, le four et la machine à laver. À la fin du film, elle abandonne sa famille pour retourner dans la forêt. Troisième film, réalisé en 1975 par Kathy Bennett. La ménagère a été produit par Wolfgang et Guy Clover. D'une durée de 6 minutes, ce film dénonce l'esclavagisation des femmes dans l'espace privé. Donc, le personnage principal est la figure politique de la ménagère, une femme qui est au service de son mari. Puisque c'est lui qui va travailler, elle n'a probablement pas d'autonomie financière. Donc, la ménagère est complètement déconnectée de l'espace public. Elle est emprisonnée dans la monotonie de la répétition des tâches domestiques. Mais elle exprime une volonté d'émancipation. Elle rêve d'une autre vie où elle serait active dans la sphère publique. Elle aimerait être danseuse, chanteuse ou comédienne. Le malaise de son non-épanouissement personnel et l'isolement de son quotidien sont omniprésents. Le quatrième film, réalisé en 1975 par Micheline Langto, Token Gesture est un film de 8 minutes qui a été produit par Don Airoli, Julie McGregor et Wolf Koenig. Ce film est une commande du gouvernement fédéral pour célébrer l'année internationale des femmes et remet en question plusieurs représentations sociales. Dans le générique d'ouverture, il est indiqué que ce film est présenté par le Women's Program Department of the Secretary of State et que le scénario a été écrit par un homme, Don Airoli. Julie McGregor, qui a un titre de productrice sur le film, travaille au gouvernement qui a fait la commande pour le film. Donc, Token Gesture traite des constructions stéréotypées de la société et de la hiérarchie des genres. Se demande de quelle manière les connaissances et les conceptions dominantes à propos des femmes sont-elles construites. C'est un film riche sur l'histoire de la domination des femmes par les hommes et de la volonté d'émancipation des femmes dans une société traditionnelle, androcentrée et hétéronormative. L'avant-dernier film, Interview, co-réalisé en 1976 par Caroline Leaf et Veronica Soule, c'est un film d'animation atypique qui présente une conversation intime entre les deux réalisatrices. Donc, les animatrices vont méditer sur les questionnements existentiels touchant à l'identité et au métier de réalisatrice. Les protagonistes énumèrent les difficultés des animatrices pour accéder à la réalisation de films d'animation et l'apport nouveau qu'elles veulent contribuer à la discipline en tant que femmes. Interview est un autoportrait, mais aussi le portrait intime d'une réalisatrice par une autre. Les femmes se questionnent, se répondent et se comparent. On voit les réalisatrices en plein travail d'animation. C'est une perspective rarissime dans le cinéma d'animation. C'est une mise en abîme du travail de l'animatrice et de ses questionnements féministes. Et le dernier film, Cogne dur, réalisé en 1979 par Saint-Pierre Daudelin et Lebel, est inspiré de La Grande Margothe, un conte recueilli par Luc Lacourcière pour les archives folklore de l'Université Laval. C'est une réalisation collective qui critique les inégalités sociales dans un système découlant du capitalisme. Donc, c'est la révolte d'un peuple qui va se faire lui-même justice en reprenant l'argent des taxes payées directement au roi. En terminant, en donnant vie au dessin, l'animatrice devient en quelque sorte la comédienne qui performe devant l'auditoire. Ce phénomène est l'apanage unique de l'animation. En créant image par image, c'est tout l'univers intime de la créatrice qui s'ouvre sur le monde. Elle offre au spectateur une plongée privilégiée dans son imaginaire. Ce n'est pas le monde réel qui est représenté dans le film des animatrices, mais plutôt le rapport qu'elles entretiennent avec les conditions de leur existence dans le monde du réel. L'animatrice est partie prenante de l'expérience esthétique. Sa place en tant qu'artiste est mise en évidence par la trace physique de son passage dans l'œuvre, ses gestes, ses interprétations et ses reconstructions du mouvement. Donc, c'est par une analyse d'un corpus cinématographique restreint et en interprétant les archives qui documentent la production de ces films qu'il me sera possible d'analyser les processus et les conditions de création des animatrices au sein de l'ONF.
C'est en ouvrant les frontières et en élargissant les cursus universitaires et en diversifiant les contenus présentés par les, par les institutions officielles qu'il sera possible de s'éloigner du discours canonique dans le domaine des arts qui écarte le cinéma d'animation et réduit ses réalisatrices au silence. C'est en proposant une alternative au discours officiel qui remet en question le processus par lequel le savoir sur le cinéma d'animation québécois a été construit que je favoriserai l'apparition de mon nouvel objet d'étude. Rendre compte de l'expérience quotidienne de la vie des femmes avec les outils de l'animation est une chance unique de revisiter l'histoire sous l'angle du féminisme et de comprendre la réalité et les défis de la société de l'époque.